Bonsoir, passer la frontière pour faire des achats, ce n'est bien sûr pas nouveau, mais pour la première fois, une étude a permis de quantifier cette consommation dans le Grand Genève. Plusieurs centaines de millions de francs et euros sont dépensés par les Suisses en France et inversement. Alors quel impact sur l'économie ? Plus globalement, comment consomme-t-on dans la région? On en discute avec nos deux invités, Pierre Maudet, conseiller d'État genevois en charge de l'économie, et Pierre-Jean Crast, vice-président du pôle métropolitain du Genevois français. Et puis en fin d'émission, on fouille, on fait du feu et on dessine avec les doigts, découverte du musée de la préhistoire situé à Siey-sur-Léman. Tout ça, c'est juste après l'actu transfrontalière du mois. Blablacar rejoint la plateforme Covoiturage Léman. Pour rappel, cette dernière est un moteur de recherche des trajets de covoiturage dans le Grand Genève. Blablacar devient le 5e site à participer à la plateforme Covoiturage Léman. Cette intégration devrait permettre d'augmenter les possibilités de covoiturage de 30% en moyenne chaque jour. Le Grand Genève pourrait appuyer sur l'interrupteur le 26 septembre prochain. Une extinction de l'ensemble de l'éclairage public pour faire prendre conscience de la pollution lumineuse, mais aussi pour pouvoir observer les étoiles. Il faut désormais obtenir l'aval des autorités de chaque commune. À l'instar du Brexit, la commune de Prangin, dans le district de Nyon, a décidé d'engager un Prangexit. La commune veut sortir de l'association Région de Nyon. 62% du conseil municipal l'a voulu en décembre dernier. En cause, un manque de confiance et une délégation des compétences jugée trop large par les partisans du Prangexit. C'est finalement le peuple qui doit se prononcer, réponse en votation le 19 mai. À Nyon, la reconstruction de l'hôtel Beau Rivage pourrait devoir attendre. 15 personnalités, dont 10 élus de tout parti, estiment que le projet pour rebâtir la structure déroge trop au plan de quartier. Pour rappel, un mur s'était effondré en juin 2018, alors que l'établissement était fermé depuis 2015. C'est une étude assez inédite sortie mi-avril. Elle recense nos habitudes de consommation dans l'ensemble du Grand Genève. Et je vous le rappelle, celui-ci s'étend de Thonon à Nyon en passant par Bellegarde et bien sûr Genève. Pierre Maudet, Pierre-Jean Crast, bonsoir. Bonsoir. On va parler dans un instant des résultats de cette étude, mais déjà un mot sur la démarche. On avait eu quelques études auparavant par le passé, mais là c'est une étude assez nouvelle. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait avant, Pierre Maudet ? Alors on peut toujours regretter de ne pas avoir été plus intelligent avant, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, en matière de consommation, en matière d'achat, il faut traiter les problèmes et les solutions à la bonne échelle. Et la bonne échelle, c'est celle du Grand Genève. On a ici pour plus de 7 milliards de volume d'achat dans cet espace de vie qu'on a en commun. On a la thématique du tourisme d'achat qu'il fallait pouvoir documenter. Et donc, je crois qu'il faut surtout maintenant se porter sur l'avenir et s'interroger sur ce qu'on peut faire des résultats. Pierre-Jean Crast, c'est une étude qui a été menée conjointement entre France et Suisse. Ça, c'était important ? Oui, il fallait que la gouvernance et les modalités pratiques suivent. Grâce à un cofinancement de l'Europe avec le canton de Genève, on a su s'associer pour, en plus, avoir une étude sur un échantillon très fiable. Quasiment 6000 personnes interrogées, c'est important par rapport à l'échantillon global. On va voir justement un petit peu ces chiffres qui sont issus de l'étude. Les résidents suisses du Grand Genève dépensent 426 millions de francs par année en France voisine. A l'inverse, les Français dépensent 150 millions de francs sur le sol helvétique, soit près de 3 fois moins. C'est le résultat d'une enquête réalisée auprès de 3400 foyers interrogés par téléphone. Ils ont été questionnés sur le type d'enseigne dans lequel ils achètent, avec quels moyens ils s'y rendent et surtout pour quel montant ils dépensent. Résultat, les Suisses passant la frontière le font avant tout pour le prix, puis pour trouver des produits spécifiques et enfin pour la proximité et les horaires. Les Français qui achètent en Suisse le font pour trouver des produits spécifiques et pour la proximité. En tout, les habitants du Grand Genève ont dépensé 7,6 milliards de francs sur l'année, dont 90% réalisés sur le territoire. 10% des achats sont réalisés hors de cette zone. Grand enjeu pour les autorités, la mobilité, car la grande majorité de ces achats sont encore réalisés en voiture. Pierre-Jean Crast, 426 millions de francs qui sont dépensés en France voisine, 150 millions qui sont dépensés sur le sol helvétique par les Français. C'est 3 fois moins. Est-ce que vous êtes surpris de ce résultat ? Je ne suis pas surpris, je suis convaincu que si on rajoute toutes les dépenses liées à la consommation du quotidien, le restaurant, etc., les choses s'équilibrent, mais je ne crois pas que l'équilibre soit quelque chose que l'on cherche à atteindre. Ce n'est pas comme un père de famille qui veut traiter ses enfants à l'équilibre, ou je dirais même à l'égalité. Des inégalités selon les thématiques, on en a dans tous les domaines, dans le Grand Genève. La question, c'est de savoir si ces déséquilibres que l'on peut constater, ils portent un préjudice à la mobilité, à l'économie, etc. Et en l'occurrence, on va y venir, je pense
pense que, compte tenu des critères que les gens évoquent, tout naturellement, on retrouve ce déséquilibre, notamment sur le facteur prix. Pierre Maudet, ce montant de 426 millions de francs dépensés côté français, on a l'impression qu'il est relativement faible. Est-ce que, franchement, les gens ont répondu de façon honnête? C'est toujours un peu tabou de dire qu'on fait ses courses en France. Certains auraient dit anecdotique. Moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est quand même un montant important qui représente un enjeu en termes d'emploi. Maintenant, vous l'avez bien dit dans le reportage, sur la masse totale, on parle de, je crois, de 7,6 milliards de volume d'achat, compte non tenu, Pierre-Jean Crasse l'a dit, de certains types de dépenses, par exemple les dépenses de restauration. Des frontaliers qui travaillent à Genève à midi vont a priori dépenser sur le territoire genevois pour consommer. Et donc ça représente quand même une somme assez importante. Et l'enjeu, comme ce qui vient d'être dit, c'est pas tellement de chercher à rétablir un équilibre, mais c'est d'abord d'identifier ce qui est structurant dans ces phénomènes. Et on remarque que la consommation a un effet, par exemple, sur la mobilité, sur le transport. Ça, c'est pas une découverte, mais c'est aujourd'hui documenté et c'est une vraie préoccupation. On sait aussi que les gens consomment essentiellement sur leur lieu de résidence. Donc la problématique de l'absence de suffisamment de logements sur le territoire genevois et donc de la migration d'un certain nombre de résidents genevois sur le côté français pour y résider, génère aussi des phénomènes de consommation de l'autre côté de la frontière. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour développer une politique sensée. Suite à la conférence de presse qui a été donnée mi-avril, il y a eu ce terme justement d'anecdotique, vous en parliez, qui a été prononcé par le président du Conseil d'État, Anthony Rogers. 426 millions, c'est pas si anecdotique que ça. Non, je crois qu'il voulait dire par là que ce n'était pas le seul facteur. Là, on parle du tourisme d'achat comme un facteur qui déséquilibre et qui est problématique pour le commerce genevois. C'est une réalité, mais la réalité connue dans l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, c'est que les commerces dits traditionnels sont d'abord mis au défi par l'e-commerce, par la vente en ligne. C'est vrai qu'on a connu aussi dans notre région, avec la suppression du taux plancher de la Banque nationale suisse en 2015 et les problèmes de taux de change, des effets dus aux monnaies. Je pense que ce qu'il faut relever ici, c'est que c'est des aspects... Cet aspect taux de change est très faible. Alors, sauf erreur, l'étude montre que 70% des gens considèrent que le taux de change n'a pas d'effet. On le voit d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des prix, mais on parle aussi des horaires, on parle de la qualité des produits. Et ça montre que dans cette vaste région, ces réalités-là doivent être davantage prises en compte. On voit, c'est ce qui m'a surpris, quand même pour environ 150 millions d'achats de résidents en France qui viennent les faire en Suisse pour la spécificité des produits. Cette réalité-là, c'est intéressant de la documenter. Alors Pierre Maudet, la Fédération du commerce genevois, l'Organisation des entrepreneurs et le Trade Club vous ont adressé une lettre ouverte à vous et au président du Conseil d'État. C'est cette lettre-là. Eux, ils sont assez mécontents de l'emploi de ce terme anecdotique. Justement, pour eux, c'est des centaines d'emplois que ça représente. Bon, mais je pense qu'il ne faut pas en rester à l'emploi d'un adjectif. Donc ça montre que les commerçants genevois sont préoccupés et on partage cette préoccupation. Il faut savoir que dans 2 semaines, on vote à Genève sur la question des horaires. On a vu que les horaires, c'est un des 3 critères importants. Et là, il y a une question d'homogénéité de la région qui va se poser. La France a récemment assoupli ses horaires, notamment les ouvertures dominicales. Donc il y a une question qui va se poser très concrètement pour le peuple genevois là-dessus. Et là, on partage la préoccupation. Là derrière, c'est vrai que c'est des emplois, mais c'est vrai aussi que nos commerçants genevois, et on travaille main dans la main avec eux, doivent faire face à des réalités qui sont différentes de celles qu'on peut avoir de l'autre côté de la frontière. L'attractivité de la qualité de ce qui est proposé, la question, c'est une des grandes craintes, et je crois qu'elle est partagée par nos voisins français, du développement de grands centres commerciaux sur la couronne périphérique genevoise, est une préoccupation que nous partageons. En France, comment est-ce que ça a été reçu, cette étude-là? Pour les commerçants, c'est plutôt bien d'avoir ces Suisses qui viennent dépenser côté français. C'est une bonne nouvelle pour vous? Alors l'étude enfonce des portes ouvertes de ce point de vue-là, mais quand même elle montre que le phénomène que vous décrivez, d'une part il est assez limité dans son ampleur puisque ça ne représente que 5% du chiffre d'affaires. On retient les plaques suisses sur les parkings de supermarchés, en réalité ça représente que 5% du chiffre d'affaires, mais en grande partie sur l'alimentaire. Pour le facteur prix, mais comme l'indiquait Pierre Maudet, sur des produits que les résidents genevois ne trouvent pas, en tout cas de manière égale, sur le territoire genevois. Donc les commerçants le savent, mais c'est assez concentré sur 9 communes proches de la frontière. Ça nous enseigne que ça ne sert à rien d'aller développer des grands centres, notamment alimentaires, à 10, 15, 20 km, puisque le facteur proximité est important. Et puis, en décembre 2019, la mise en service du Léman Express va
rendre, et probablement dans les mois qui suivront, rendre accessible aussi un certain nombre de commerces en gare. Et donc le trajet boulot-dodo retrouvera de nouvelles offres pour les clients. Je reviens un peu sur ces commerçants. On voit qu'il y a de grands centres qui ont une politique assez agressive à destination des Suisses pour les faire venir en France. On a ces centres qui utilisent des logos qui ressemblent beaucoup à la croix suisse, avec des produits suisses pour faire venir ces clients-là. Ça, c'est une politique, vous ne pouvez rien faire là contre. Alors effectivement, c'est une initiative privée, mais les collectivités, en mettant à disposition du terrain ou en ayant du zonage, favorisent cela. Ceci étant, parmi moi-même et mes collègues élus, ça fait bien longtemps que la création d'emplois par le commerce, ça fait plus briller les yeux. C'est des emplois difficiles à pourvoir, qui sont mal payés, avec beaucoup de renouvellement, et on préférait de l'emploi productif, et on essaie de travailler avec le canton de Genève en ce sens. Ceci étant, l'étude montre quand même que derrière les logos, c'est surtout des produits qui ne sont pas trouvés sur le territoire suisse, et le facteur prix. C'est là-dessus, je crois, que les commerçants et les pouvoirs publics du canton de Genève doivent travailler. Un joli chasse-là qui se retrouve dans les supermarchés français pour attirer. Oui, mais je crois que ce qui attire, c'est vraiment ce que les gens mettent au fond des caddies et le prix qu'ils payent. Et notamment il y a un certain nombre de marques qui souhaiteraient s'implanter sur le canton de Genève ou en Suisse, et ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut plutôt travailler là-dessus, sur ce qui crée les comportements, plutôt que de disserter sur les politiques agressives en faveur du consommateur. Il y a quand même quelque chose qui est révélateur, c'est côté français, ceux qui ne travaillent pas en Suisse, donc qui ont un pouvoir d'achat un peu moindre, eux, ils sont victimes aussi de cette montée des prix qui est causée par cette venue des clients suisses qui fait monter les prix. Bien sûr, et le commerce est le dernier chaînon de l'augmentation des prix pour les travailleurs. Le premier étant le logement, bien évidemment, les contraintes sur la mobilité. On travaille là-dessus, et il est de notre responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de monopole créé par certaines marques, en faisant entrer aussi de nouveaux acteurs, hard discount, etc., pour que ceux qui travaillent en France et qui n'ont pas la capacité de payer le prix plus élevé puissent accéder à des produits de qualité. Pierre Maudet, le but de cette étude, ce qui est écrit dans le communiqué de presse, c'est alimenter les politiques publiques d'aménagement commercial, de développement économique et d'animation commerciale. Traduction, qu'est-ce que vous allez faire à base de cette étude? Pierre-Jean Crasse l'a dit, il y a une marge de manœuvre qui est limitée. On est dans le secteur privé. Alors, il y a des politiques d'aménagement, il l'a indiqué aussi, qui sont le fait, et c'est des pratiques très différentes en France et en Suisse, parce que les lois sont différentes. Il y a notamment, on a le sentiment en France, des décisions qui sont parfois prises à Paris, qui peuvent avoir des impacts dans la couronne genevoise, qui peuvent se révéler problématiques. Donc en matière d'aménagement, quelles enseignes on accepte de se voir développer à quel endroit? Ça, c'est un élément essentiel. Là où on a une ambition assez forte, c'est de travailler sur l'attractivité du site que représente la ville-centre qu'est Genève. Pour aider, si ce n'est sauver le commerce genevois, c'est qu'est-ce qu'on prévoit dans nos rues, dans ce grand centre commercial géant à ciel ouvert qu'est la ville de Genève, pour que l'expérience d'achat soit une expérience qui intéresse les gens, qui fasse qu'on se déplace. Ce qui plaît probablement aussi en France voisine, c'est de trouver tout à un même endroit. Ce qu'on a un peu moins à Genève, on a quelques grands centres commerciaux, mais il faut se déplacer un peu plus. Là, quand on va en France, on est sûr, on remplit le coffre et on repart avec tout ce dont on a besoin. Oui et non, on a aussi nos centres commerciaux, pas cité ici d'enseigne, mais on a aussi... Je pense maintenant que l'acte d'achat, et ça c'est l'ambition qu'on partage entre pouvoir public français et suisse, c'est aussi de souligner l'importance des achats de proximité. Du commerçant, de l'épicier, de celui dont l'emploi, l'usage de l'emploi va avoir un impact sur l'économie immédiate. L'enjeu, c'est ça aussi, c'est de responsabiliser le consommateur. On parle de consomme-acteurs, de gens qui sont donc quand même de plus en plus conscients de ça. Alors c'est relativisé par les prix, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup le porte-monnaie qui dicte le comportement. Mais cette étude, elle laisse espérer, je pense qu'il faut la prendre d'un point de vue assez positif et optimiste, des possibilités d'agir pour rappeler aux consommateurs l'enjeu de l'achat de proximité. Pierre-Jean Craste, on va avoir ces immenses centres. Il y en a un à Saint-Genis-Pouilly qui est prévu, un immense centre commercial. Il y a aussi, juste à l'entrée de Ferney, à peine passé la douane, un immense centre, même une zone commerciale. Là, c'est déjà acté, ça va se faire. Qu'est-ce que franchement Moi, vous je ne sais pouvez pas si on faire, les aura, puisque lorsqu'on regarde les autorisations commerciales sur les 10 dernières années, seule la moitié se réalise. Et dans le domaine des investisseurs immobiliers, il y a cette stratégie à qui mieux à communiquer sur leurs projets, parce qu'ils savent que c'est le premier qui bougera, qui se réalisera. Il y a le facteur proximité, accessibilité, etc., qui est important. Donc aujourd'hui, je fais un pari sur aucun projet. Lequel va se réaliser, je n'en sais rien. Et côté français, vous êtes plutôt contre
cette implantation de ces grands centres pile à la frontière? Aujourd'hui, l'étude le montre, c'est qu'il y a relativement peu de fuites commerciales vers l'extérieur du territoire du Grand Genève. La moitié de cette fuite, c'est le e-commerce, pardon. Elle risque de s'accentuer. Donc, globalement, la population trouve ses besoins sur le territoire. Le territoire est en croissance, donc sans aucun doute, le nombre de mètres carrés commerciaux va évoluer. Nous, on est extrêmement vigilants sur l'évolution significative de l'alimentaire parce qu'on est sur ce critère proximité. Je crois que tout le monde est attaché, que ce soit en centre-ville en France ou à Genève, à aller à pied, remplir son sac et non pas son caddie, ou alors sur des petits formats. Donc, je suis très vigilant à ce que l'alimentaire n'explose pas côté français parce qu'on est extrêmement dépendant du franc suisse, de la politique genevoise, etc. Pour le reste, les achats occasionnels, etc., c'est des choses qui se discutent en fonction de la capacité des acteurs à rentrer sur le territoire suisse. Pierre Maudet, ça vous chagrine un peu, côté genevois, d'avoir ces grands centres qui sont prévus? Oui, puis surtout, on a l'impression de ne pas forcément pouvoir lutter à armes égales. Je mentionnais tout à l'heure en termes de conditions cadres, par exemple les horaires. La faculté à certains moments de l'année ou à certains moments de la semaine d'avoir des horaires qui soient en correspondance et qui permettent dans des modes de vie qui évoluent. On voit qu'on travaille parfois plus tard, et je le répète, c'est sur le chemin du retour à domicile que souvent on achète, et bien qu'on s'autorise, c'est cette votation dans 10 jours, à assouplir un peu ces règles, ça nous semble indispensable. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'à la faveur... de Pierre Maudet. Non, c'est la position du Conseil d'État, c'est la position d'ailleurs du Grand Conseil, mais le peuple tranchera, donc en faveur à cet assouplissement de la loi sur les heures d'ouverture de magasins. Au-delà de ça, ce que je trouve fondamental, c'est qu'on travaille, et c'est un point de départ, cette étude, qu'on travaille beaucoup plus ensemble sur ces phénomènes d'osmose. Le CEVA en est un bon exemple. Sur ce continuum ferroviaire, il va y avoir une augmentation des actes d'achat. Quel type d'achat on veut là-dessus? Comment est-ce qu'on partage aussi le fruit des richesses ainsi générées? C'est ça qui est essentiel. On n'y arrivera pas en luttant les uns contre les autres. Pierre-Jean Crasse, vous qui êtes dans le côté français, vous savez qu'il y a beaucoup de campagnes. C'est pas évident de se dire le CEVA, c'est la solution miracle, mais ça va que sur un axe assez restreint. Finalement, tous ceux qui sont à l'extérieur, ils ont leur voiture et ça, c'est difficile de le restreindre. Oui, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, si on en est à cette situation-là, à dire le CEVA n'est que, il faut se souvenir de nos prédécesseurs qui ont fait en sorte pour que ce n'est que existe aussi. C'est un début, il faut qu'on continue à planifier. Là, il y a des tramways qui sont en cours de travaux, d'autres vont démarrer, pour au fur et à mesure limiter la dépendance. Mais cette dépendance, on aura une action dessus s'il y a un rééquilibrage en termes d'emploi. On parle beaucoup de commerce. J'ai trop d'entreprises françaises qui ont des postes vacants parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, et je ne parle pas de l'alimentaire ni du commerce, vraiment des postes d'ingénieurs, de techniciens, etc. Parce que la France forme beaucoup de personnes qui ensuite vont à Genève. Là aussi, c'est un déséquilibre où si on recherche l'équilibre comme sur le commerce, on aurait beaucoup de choses à se dire. Pierre Maudet, on a aussi cet enjeu de l'Internet, vous disiez, il y a une part qui est encore pas trop importante entre France et Suisse d'achats qui sont réalisés sur Internet. Ça va exploser dans les prochaines années, on le sait, aussi bien côté suisse que française, que là, vous allez vous mettre d'accord, essayer de trouver quelque chose ensemble pour anticiper un petit peu cette hausse de l'Internet. Alors, il faut être prudent sur les adjectifs qu'on emploie, comme vous l'avez compris. Je ne dirais pas qu'elle est marginale, cette part, mais l'étude révèle qu'elle est encore relativement faible. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à l'image photo, il faut regarder le film. Et en fait, la tendance, elle est très forte, elle est très lourde. On voit, et je ne parle évidemment pas ici d'alimentaire, mais je parle dans le domaine, par exemple, des vêtements. C'est un des paradoxes. On pensait il y a quelques années que les postes allaient fermer, qu'il n'y aurait plus de trafic de colis. Aujourd'hui, les colis explosent parce qu'on se fait livrer beaucoup plus facilement ce genre de biens et marchandises. Et c'est là que l'importance de l'expérience de l'acte d'achat, de l'attractivité plus globale, de l'animation qu'il y a là autour, du marketing finalement territorial qu'on fait de notre région est essentiel. C'est comme ça qu'on va lutter intelligemment. Donc ce marketing, on le construit ensemble, Pierre-Jean Crasse? Oui, alors c'est un autre dossier, mais c'est un dossier qui n'est pas moins important. Là-dessus, on travaille avec la région pour le coup. C'est le dossier effectivement du tourisme, du marketing territorial et de ce qu'on propose comme animation, comme expérience aussi dans l'ensemble du Grand Genève. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, la tendance, elle est lourde à l'usage d'Internet et de la commande à distance à toute heure du jour et de la nuit. C'est pour ça que quand on parle des horaires de magasin, c'est important. Et j'insiste, ces notations arrivent. Mais au-delà de ça, on sait bien que c'est aujourd'hui à toute heure du jour et de la nuit qu'on peut commander tel ou tel bien ou marchandise. Et c'est là-dessus qu'il faut ensemble arriver à lutter. Pierre-Jean Crasse, un mot là-dessus sur l'Internet?
Sur l'Internet, je crois que si les gens sont parfois déçus des actions politiques, c'est parce qu'on peut laisser croire qu'on va tout réglementer. L'Internet, c'est quelque chose, on le voit sur la fiscalité des Amazon, etc., qui nous dépasse largement. Aujourd'hui, le prix payé par le consommateur, notamment sur l'acheminement, etc., n'est pas le prix réel pour la société. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille sur la livraison, mais aussi sur tout ce qui permet de faire en sorte que le consommateur, c'est le plus gros lobby, il ait conscience justement de la conséquence de son achat. Tout le monde est content d'avoir une facilité d'achat et puis regrette que le week-end, les commerces ferment les uns après les autres. Pierre Maudet et Pierre Jean-Crasse, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour discuter de cette grosse thématique. Et l'on prend maintenant la direction de Siey-sur-Léman. Là-bas, on peut y visiter le seul musée de la préhistoire de la région, avec des objets de l'époque à voir ou à toucher, mais aussi des ateliers peinture et fouilles archéologiques. Je m'y suis rendue avec Colinitz. Bonjour France. Bonjour. On est là au musée de la préhistoire et de la géologie. On voit derrière les enfants qui creusent. C'est un groupe de scolaires. Vous accueillez beaucoup d'enfants ici, de classe. Oui, énormément, surtout au printemps. Donc cette année, enfin l'année dernière, surtout, on a fait à peu près une centaine de classes. Là, on voit ils sont en train de déterrer des Tout à fait, ils sont à la fouille archéologique, donc ils sont en train de déterrer des objets d'une certaine période de la préhistoire qu'ils doivent deviner. Donc ce sont des vrais faux objets, des vrais ossements, de la poterie, des objets préhistoriques. Là, tu prends ton... Donc là, je prends le pinceau, Et là, après, tu fouilles. je fouille. Donc je fais comme ça. Ouais, quand tu l'as vu, bah, tu peux le sortir. Comment est-ce que tu t'appelles? Tyler. Tyler. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Tyler? Bah, ça. Je sais pas comment ça s'appelle. On a trouvé ça. Ensuite, on a trouvé un crâne. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une tasse. On a trouvé aussi une tête de tigre, quoi. À dents de sable. Oui. Pourquoi est-ce que ça te plaît tant, les hommes préhistoriques? Bah, parce que moi, j'aimerais bien savoir des choses sur mes ancêtres. Est-ce que vous auriez envie d'être archéologue? Bah, en fait, on fera le même travail. Bah, pourquoi? Bah, parce que on aimerait bien faire le musée de la préhistoire. Et on est meilleurs amis. Là, on voit, ils sont en train de creuser. Il y a quoi comme autre atelier? Il y a aussi un atelier art pariétal qui vont pouvoir peindre comme les hommes préhistoriques, comme ils faisaient dans les grottes, comme la grotte de Lascaux, la grotte de Chauvet. Et on peut aussi apprendre à faire du feu, à tailler du silex, voilà, plein d'ateliers autour de la préhistoire. On peut aussi apprendre à chasser. Voilà, vous pouvez devenir un parfait Cro-Magnon en une journée. Là, on voit, c'est pour les scolaires, pour les particuliers. Est-ce qu'on peut aussi avoir ce genre d'atelier ou non? Tout à fait, en été, en juillet et août, tous les jours, on fait des ateliers un peu sur le même principe qu'avec les scolaires, mais plus sur un public famille, où là, on apprend vraiment à faire du feu sans briquet, sans allumettes, avec les morceaux de bois qu'on frotte ensemble. On peut apprendre à tailler du silex, on peut apprendre à chasser aussi, voilà. France, on a vu ces ateliers à l'extérieur. Là, on est à l'intérieur du musée. Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici? Alors on a plusieurs expositions. Ici on se situe dans la pièce de la salle d'exposition préhistoire. Donc on raconte toute la préhistoire des premiers hommes jusqu'à la fin de l'âge des métaux, avec plusieurs salles, paléolithique, néolithique, âge des métaux. Et on a une autre salle de géologie où on raconte l'histoire de la Terre, de la vie, la formation des Alpes et avec un zoom sur le Chablais. Donc on va trouver des roches, des fossiles. Et on a une autre salle d'exposition temporaire où cette année c'est une exposition sur Baïkal-Léman, une comparaison du lac Baïkal et du lac Léman. Là, on est dans la partie préhistoire. Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est des objets, c'est des explications. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a toute une collection d'objets archéologiques, donc de vrais objets préhistoriques, qui datent des tout premiers outils, les premiers outils taillés jusqu'à la fin de l'âge des métaux. Et on a aussi des mannequins à toucher, comme là derrière on voit Néo, il s'appelle néolithique, donc un homme du néolithique, une reconstitution. Et l'intérêt ici, c'est qu'on peut justement toucher cette reconstitution, on peut toucher ses objets, on peut toucher son arc, on peut toucher sa flèche, sa boîte en écorce de bouleau. Voilà, on a d'autres mannequins aussi qu'on peut toucher. Et ça change un peu des petits musées où on touche rien, là on a le droit de tout toucher.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des éléments qui ont été trouvés dans la région. Oui. Donc c'est des fouilles qui ont été faites ici. Exactement, comme la tombe qui est derrière nous, qui est la tombe d'une nécropole qui a été découverte à Thonon-les-Bains lors de la construction d'une route. Donc c'est à moins de 10 km d'ici. Donc c'est une vraie tombe avec un vrai squelette à l'intérieur. Donc c'est un exemple de ce qu'on peut trouver dans le musée, de vrais objets, des objets récupérés par les fouilles archéologiques et aussi des objets qui ont une double valeur, une valeur aussi de collection qui viennent de sites très 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 connus de la préhistoire. Elle ressemblait à quoi cette région à l'époque de la préhistoire? Qu'est-ce qu'il y avait? Alors ça dépend à quelle période, parce que si on parle du paléolithique avec Cro-Magnon, il faut imaginer que le lac Léman n'existe pas. À la place, il y a un glacier géant qui fait 1000 mètres d'épaisseur. Donc toutes les montagnes autour de chez nous n'existent pas. C'est un milieu très froid, très rigoureux. Et les premiers hommes préhistoriques qui viennent s'installer chez nous, c'est à la même période que Lascaux, la grotte de Lascaux, donc vers 13 000 ans à peu près. Et là, ils sont venus se loger, habiter sous les pans de la falaise du Salève. Et après, au néolithique, il y a beaucoup d'hommes qui viennent s'installer sur les rives et on commence à avoir de petits villages. Donc ça, le néolithique, pour nous, il commence vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et après, à l'âge des métaux, on a les mêmes villages avec une configuration un peu différente. On va avoir de vrais villages plus fortifiés, avec plus des villes même, plus de commerce, plus de guerres aussi. Voilà, mais une vraie population qui s'installe chez nous à partir du néolithique. Merci beaucoup, France, Mais je pour vous en prie. toutes ces informations, ces ateliers aussi. J'ai pu Oui. fouiller un petit peu. Très sympa. C'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. La fouille, ça plaît à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite. Merci. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission d'Ensemble. Au revoir.